Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. C'est le Texama Show 125, 126, je ne sais plus. Et nous sommes dans le nouveau studio. Alors, cette vue ne sera pas la vue de tous les prochains Texama Show en réalité. Ça, c'est ma vue, genre, je suis devant mon PC. C'est plus la vue que vous aurez, genre, sur les streams, gaming et tout ça. La vue que vous aurez vraiment pour les Texama Show, ce sera une vue plus frontale. En fait, ce sera la même vue que vous avez sur la vidéo qui est sortie pendant la semaine, la vidéo sur le NAS. Donc ça, c'est juste que, oui, ce sera en fait la même vue, mais juste que moi j'aurai un écran sur la gauche, donc je regarderai un petit peu de temps en temps sur la gauche pour voir les news. Mais vous me verrez de face, donc ça devrait être plutôt intéressant. Ce sera une vue plus similaire, je veux dire, aux chaînes tech un petit peu anglaises, parce que c'est une vue plus logique en réalité aussi. C'est une vue un petit peu genre plateau TV en fait. Là, c'est plus une vue genre, je regarde l'écran. Bon, ce serait logique pour le Texama Show, mais bon. Dans tous les cas, voilà. Après, on verra bien. Si vous préférez cette vue-là, je peux faire tous les Texama Show comme ça aussi. On verra. Attendez juste de voir l'autre vue pour juger, évidemment. Et comme ça, vous pourrez en décider autrement. Du coup, la première news de la semaine, c'est au niveau du Snapdragon 865, le processeur qu'on va certainement voir dans 80% des smartphones en 2020. Donc, il a été annoncé. Il est auto-équipé maintenant avec des antennes 5G d'ailleurs. Donc, ça veut dire que plus besoin d'une version 5G ou autre chose, c'est automatiquement 5G. Ce qui est une bonne chose. C'est aussi évidemment des nouvelles antennes 5G de nouvelle génération, donc elles sont un petit peu meilleures parce que les toutes premières étaient genre ça requiert une puce en plus qui consommait pas mal d'énergie. Donc ouais, là c'est évidemment directement intégré, donc c'est beaucoup mieux. C'est un modem directement intégré aussi au processeur, du coup c'est clairement mieux. Donc ça veut dire aussi que normalement les smartphones qui l'utiliseront seront compatibles 5G. Alors évidemment, le débat sur l'utilité de la 5G est toujours voilà, d'actualité, surtout au niveau de la 5G qui est très proche de la 4G ou la 5G qui utilise les ondes très hautes, celle à 40 GHz, et qui a du mal à pénétrer, genre c'est même, des fois ça a du mal à aller de l'autre côté d'une rue, c'est pour dire. Donc ouais, ça il y a encore beaucoup de débats là-dessus. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas vraiment encore de... Il y a des premières antennes 5G si je me souviens bien en France, mais voilà, ça va mettre du temps à arriver. Mais c'est bien d'avoir un smartphone qui le supporte avant que ça n'arrive, évidemment. Évidemment aussi, enfin, je veux dire, c'est à peu près garanti. Donc ça utilisera le nouveau, d'ailleurs, process de TSMC, le nouveau process en 7 nanomètres, donc la version améliorée. Donc la plupart, par exemple, je savais pas qu'Apple apparemment... Ah oui, apparemment Apple l'utilise. Je ne savais même pas qu'il l'utilisait pour le A13. Bon, en tout cas, c'est l'ancien processus 7 nanomètres est utilisé actuellement pour tous les processeurs Ryzen et tout ça. Et donc ce nouveau est amélioré et devrait normalement donner encore des meilleures performances. Donc ça, c'est toujours une bonne chose. Et après, on a vu au niveau performance, c'est toujours l'habituel genre, oh, 30% de CPU, performance CPU en plus, 20% graphique en plus, et il consomme un petit peu moins. Je veux dire, c'est toujours à peu près la même chose, donc ouais. Et au niveau de l'architecture, il est assez classique de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau, c'est juste une amélioration. Une différence toutefois, c'est que maintenant, au niveau caméra, il peut gérer jusqu'à 200 mégapixels. What the fuck? Bon, ça c'est pratique si vous avez plusieurs caméras, justement. Il peut capturer de la vidéo en 8K jusqu'à 30 fps ou en 4K 120 fps. Ça va aller de pair avec une autre rumeur qu'on a après et qui serait logique. On verra bien ça. Dans tous les cas, ouais, c'est le processeur qu'on va voir partout, donc attendez-vous juste à être habitué à l'entendre, genre, oh, ce dernier smartphone haut de gamme a le Snapdragon 865, basiquement. Autre news, toujours au niveau smartphone, c'est au niveau de Apple qui ferait un iPhone 9, oui, alors on revient en arrière. Moi qui me disais, ah, c'est marrant, genre, Microsoft a sauté Windows 9, même si Windows 8.1 était un petit peu Windows 9 techniquement. Apple aussi, il avait sauté le 9. Je me disais, oh, ça devient une blague récurrente au niveau de l'informatique, c'est qu'il saute toujours le 9, mais visiblement non. Donc cet iPhone 9 serait genre pas basé sur le nouveau design, ce serait justement un iPhone basé sur l'ancien design des iPhones et serait genre un successeur à l'iPhone SE. L'iPhone SE, c'est l'iPhone qui était très petit format, c'était une version améliorée de l'iPhone 5S pour ceux qui se souviennent et qui était très populaire, même encore, qui est encore très populaire parce que c'est le dernier iPhone
enfin, c'est le plus récent des iPhones qui a le petit format iPhone. Et comme vous le savez, c'est rare de trouver des téléphones haut de gamme, genre petits. Genre maintenant, ils sont tous énormes. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça. Et ça m'étonne. Ça m'étonne tellement, surtout avec Sony qui faisait justement des petits smartphones. Ça m'étonne qu'on n'en voit pas revenir plus. Et que tout le monde genre saute sur les grands smartphones. Surtout que avec les nouvelles technologies d'écran qu'on a, on pourrait faire un téléphone qui fait la taille d'un iPhone 5 ou autre chose, mais avec un écran beaucoup plus gros, évidemment, parce qu'on pourrait mettre une bordure d'écran très fine et tout ça. Donc, ça donnerait quand même un écran au-dessus de 5 pouces sans problème, mais avec un petit format. Et ça m'étonne juste qu'on en voit presque pas, alors que, genre, l'iPhone SE s'est vendu énormément. C'est clairement un des iPhones les plus populaires qui ait jamais existé. Et c'est même, les gens étaient très déçus quand ils l'ont retiré de la vente. Donc, ouais, c'est une bonne chose pour le marché des gens qui ont une petite main. Moi, je n'ai pas trop de problème. Là, c'est un iPhone 11 et genre, je le tiens sans problème. Mais il y a chacun, enfin, tout le monde a des besoins différents, donc c'est bien d'avoir justement un petit peu de variété. J'espère que d'autres constructeurs Android suivront un petit peu la marche de faire un téléphone haut de gamme, un vrai téléphone, ou en tout cas un téléphone assez bon quand même. Il y en a qui existent, hein, je le sais, mais c'est juste que bien souvent, quand ils sont petits, ça veut dire que ils sont pas très puissants. Ils sont pas chers aussi, mais voilà, c'est souvent, ça va de pair. Ensuite, une autre news, c'est au niveau de Threadripper. Donc, Threadripper 3000, qui du coup est sorti la semaine encore avant. J'avais pas pu le traiter pleinement. Maintenant, je peux le traiter. Vous voyez qu'il y a plein de reviews aussi que je vous invite à évidemment à aller lire. Il y en a une du comptoir de hardware qui est en français, si vous êtes intéressé. Toujours le lien dans la description, évidemment. Le truc que vous devez retenir, quoi qu'il arrive avec ces nouveaux Threadripper, c'est qu'ils sont vraiment très bons, en fait. Le gros problème qu'avaient les anciens Threadripper et qui les rendait un petit peu genre... Mais, pour certaines tâches, c'était le fait qu'ils avaient des mauvaises performances des fois en jeu vidéo et qu'ils n'étaient pas pleinement exploités. Et maintenant, c'est à peu près fixé. Donc, si on va par exemple sur... quel site on pourrait prendre? Ah, je savais pas que WCF Tech faisait des reviews maintenant. C'est un site d'actualité, mais genre ils ont énormément... C'est plutôt un site de rumeurs, en fait, honnête. C'est rumeurs.net, mais bon. On va aller voir la review d'AnandTech, parce qu'AnandTech est certainement l'une des meilleures publications qui existent. Donc juste pour vous montrer, évidemment, dans tout ce qui est tâches synthétiques et tout ça, maintenant je ne veux pas acheter des chaussures. Tout ce qui est tâches synthétiques, évidemment, ils sont excellents. Ça semble logique. Donc par exemple, si on regarde Handbrake n'est pas forcément le meilleur pour ça. Ils ont aussi amélioré pas mal les performances sur 7zip, qui était un programme qui, par le passé, on peut le voir d'ailleurs, les anciens Threadripper deuxième génération étaient bons derniers, genre même derrière un Core i9 9900K. Maintenant, premier, parce qu'ils ont largement amélioré tout ça. Donc ouais, c'est des bêtes de performance pour tout ce qui utilise vraiment le CPU, mais maintenant, en fait, dans les jeux vidéo, ils sont genre pratiquement aussi bon, même meilleur des fois que certains autres processeurs. Et oh, je vais cliquer en dehors. Donc là, on a des performances par exemple dans Shadow of War. Et bon, Shadow of War n'est peut-être pas le meilleur exemple, oui. C'est peut-être pas le meilleur exemple. On va aller voir Strange Brigade qui utilise Vulkan, donc c'est certainement un bon exemple. Mais vous voyez qu'au final, ils sont au même niveau que tous les autres processeurs bons pour les jeux vidéo en fait. Donc on a le 3950X qui est souvent dans le top. Évidemment le Core i9 9900K qui lui aussi, surtout quand on voit plus de limitations CPU, passera devant à coup sûr. Parce que ça reste le meilleur processeur pour les jeux vidéo. Mais comme vous pouvez voir, c'est Threadripper de troisième génération qui sont malgré que c'est des processeurs pas du tout faits normalement pour les jeux vidéo, sont très bons en fait. Ils sont même excellents par rapport à l'ancienne génération. Vous voyez, ça c'était le 24 cœurs de l'ancienne génération. On voit clairement que c'est plus dans la même ligue en fait. Donc ouais, c'est incroyable l'upgrade qu'ils ont fait. Là, on avait fin 2018. On va aller voir un petit peu. Moins de différence. Ils n'ont pas choisi les jeux les plus représentatifs pour leur test CPU. C'est assez étonnant. Ouais, même là. Ça m'étonne que... Ça m'étonne qu'ils aient choisi des jeux aussi peu représentatifs sur un Antec. Il y a beaucoup de jeux qui sont limités par la carte graphique ici. Donc ça permet pas vraiment de voir ce que fait le processeur. Et aussi, c'est une GTX 1080 qu'ils utilisent. Ça m'étonne assez bien. Mais bon, dans tous les cas, ouais. Si vous allez voir la plupart des tests, vous verrez, ils sont très bons pour le jeu, mais c'est pas des processeurs pour le jeu, évidemment. Je veux dire, ils coûtent cher. Et c'est justement l'un des points qu'il faut noter, c'est que
C'est des processeurs assez chers, mais c'est pas très étonnant au vu des performances que vous avez. Donc le 24 cœurs est à 1500 euros et le 32 cœurs est à plus de 2000 euros maintenant. Ils sont même plus chers que les préannoncés, forcément parce qu'ils sont très demandés. Mais ouais, pour les tâches synthétiques, tout ça, c'est imbattable en fait. Et le haut de gamme maintenant de Intel a très peu de sens, surtout quand on voit que dans beaucoup de tâches, on voyait avant, par exemple, de rendu ou autre chose, euh, le 3950X est souvent, donc c'est le 16 cœurs, le 3950X est souvent juste derrière l'offre d'Intel. Et genre, il coûte moins cher, on peut le mettre sur des cartes mères moins chères et tout ça, donc au final, les offres d'Intel haut de gamme, je parle ici, donc je parle vraiment de la grosse plateforme haut de gamme en X299, a très peu d'intérêt en fait. Il y a juste des cas particuliers, mais vraiment particuliers. Et encore, c'est même pas là, forcément, parce que maintenant, et c'est assez étonnant mais, à dire, mais avec, depuis le 3950X, AMD a des meilleures performances en monocœur dans tout ce qui n'est pas des jeux vidéo, il faut le préciser. Ils ont toujours un peu un retrait en performance dans les jeux vidéo pour la simple et bonne raison qu'ils ont un peu plus de latence au niveau de la mémoire, ce qui leur coûte des performances dans les jeux vidéo. Mais le moment où ils fixent ça, ça va faire mal à Intel, ça va vraiment faire mal à Intel. Donc si vous êtes en mode, ouais, j'ai besoin de bons processeurs monocœur, bonne puissance multicœur, mais je m'en fiche des jeux vidéo, et vous prenez un 3950X ou même les derniers Threadripper en fait. Donc ouais, c'est... Quand je le dis vraiment, l'entièreté de la gamme X299 d'Intel n'a plus aucun sens. Au final, maintenant, les processeurs Intel qui ont encore du sens, selon moi, c'est le 9900K, parce que ça reste le meilleur pour les jeux vidéo. Le 9700K, qui est très bon aussi pour les jeux vidéo et qui coûte beaucoup moins cher que le 9900K. Et éventuellement, le 9600K aussi, parce que vous pouvez pas mal l'overclocker quand même, il est aussi très bon dans les jeux vidéo, même si évidemment le Ryzen 5 3600 est très proche au niveau performance, il est moins cher. Mais bon, si vous voulez quand même le meilleur, le 9900K, si vous l'overclockez, reste un très bon choix. Et c'est à peu près tout en fait, parce que quand vous regardez la plupart des autres processeurs, il y a toujours un processeur AMD qui sera là à meilleur prix, meilleure performance. Donc ouais, pour moi, c'est un moment historique parce qu'on en arrive à une situation ouais, où l'offre d'AMD, sur la plupart des cas maintenant, est réellement plus intéressante. Voilà 6 mois, l'offre d'AMD était très intéressante, mais il y avait toujours une séparation. Vous voyez, genre, ok, Intel a toujours ses forces, AMD a toujours ses forces. Mais là ça devient compliqué. Et ce qui est une très bonne chose pour nous, parce que ça veut dire que Intel maintenant va se bouger les fesses. D'ici 2 ans, on va dire, le temps qu'ils réagissent, évidemment. Ils sont déjà certainement en train de réagir, mais ça prend du temps de designer des CPU. Ils vont sortir certainement des meilleurs processeurs, ce qui va nous avantager nous, parce qu'on aura des meilleurs processeurs encore, et c'est-à-dire qu'on en aura plus pour notre argent. Et ouais, maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est Ryzen 3e génération sur mobile. Comme ça, on peut profiter aussi de cette concurrence sur ordinateur portable, parce qu'actuellement, Intel voilà, continue de se faire plaisir niveau prix sur les ordinateurs portables. Donc ouais, voilà, AMD, si vous regardez, un petit processeur mobile 3e génération, je suppose que, c'est encore une fois ma théorie, je l'avais déjà donné il me semble, mais je suppose qu'ils attendent Ryzen 3+, je ne sais plus comment ils vont l'appeler, les Ryzen de prochaine génération, pour la simple et bonne raison qu'ils seront certainement gravés sur le nouveau processus de gravure qu'on a vu de TSMC, qui devrait offrir de tellement bonnes performances pour les ordinateurs portables, parce que ça ne consommera pas beaucoup d'énergie, que bah, ils pourront faire des processeurs d'ordinateurs portables bien mieux que Intel. C'est certainement le cas, à mon avis. Et peut-être aussi qu'ils ont des problèmes un peu de stock. Ça se voit un petit peu en réalité. Ils ont du mal à sortir les 3900X parce que, genre, mais il leur en faut beaucoup. Enfin, il faut 2 puces de 8 cœurs. Où ils désactivent 2 cœurs sur chaque puce, évidemment, pour que ça fasse 12 cœurs. Mais ils ont du mal à en sortir suffisamment pour compenser la demande. Et je suppose aussi qu'ils en gardent beaucoup pour les serveurs. Et là, sur les serveurs, ils gardent évidemment les meilleures puces pour qu'elles soient très efficaces au niveau énergétique, ces puces pourraient finir dans un ordinateur portable. Donc à mon avis, il y a de ça. Je pense qu'ils n'ont juste pas assez.
Et du coup, ils se concentrent sur le marché le plus intéressant. Et le marché du serveur est très intéressant parce que vous vendez un CPU 8000 $. Donc si on prend par exemple le 64 cœurs qui sont sur serveur, c'est même, oui, il y a même 8 puces techniquement dedans, si je me souviens bien, oui. Ils font 8x8, donc ils mettent 8 puces Ryzen de 8 cœurs, ça fait 64 du coup. Donc c'est l'équivalent de 8 processeurs 3700X. Et au lieu de les vendre en vendre 8, ils peuvent les vendre, allez, 350 €, 400 € même on dit. Vous faites 400 € x 8, c'est toujours moins que 8000 €. C'est beaucoup plus rentable en fait. Donc c'est ce qui vise certainement ici. Bon, dans tous les cas, ouais, un gros coup d'AMD sur ces Threadripper de troisième génération. Et ouais, c'est cool d'avoir de la concurrence. En parlant de concurrence, prochaine news, c'est sur les Radeon 5600 XT et 5500 XT et aussi 5500. La 5500 et 5500 XT doivent sortir prochainement, genre vraiment prochainement. La 5600 XT par contre doit sortir plus tard. Donc ça, on n'a pas vraiment de date ou d'idée. Ils disent juste en janvier, mais qui sait. Mais la 5500 et la 5500 XT, évidemment, vont être très intéressantes parce que ce seront des cartes très abordables. Ce seront celles qui seront certainement vers 200 € avec 4 Go, voire même possiblement 8 Go apparemment de GDDR6. Donc, ça devrait donner des bonnes performances et ça devrait offrir de la concurrence par rapport à la GTX 1650 Super qui est sortie récemment, si vous vous souvenez. Donc ouais, hâte de voir ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai retenu de faire mon comparatif, enfin mon guide d'achat de cartes graphiques, parce que je suis en mode, elles sont juste sur le point de sortir. Donc dès qu'elles sont sorties, je vous fais le guide d'achat de cartes graphiques, comme ça vous savez. Et puis je mettrai un commentaire épinglé quand la 5600 sera sortie, ou peut-être que je referai un nouveau guide parce que c'est possible que les prix vont beaucoup changer. Et les disponibilités aussi. Donc ouais, mais bon, j'aime bien faire ce guide d'achat de cartes graphiques parce que c'est genre, c'est l'un des plus utiles en fait. Parce que genre, ça arrive très souvent de devoir choisir une carte graphique. Et il y a beaucoup de gens qui, des fois, changent juste leur carte graphique. Ils upgradent juste leur carte graphique pour redonner un coup de jeune à leur PC. Donc, évidemment, ce genre de guide est très utile. Donc, j'aimerais l'update le plus souvent possible. Mais des fois, je suis en mode, je peux pas l'update maintenant. Il y a une carte qui va sortir dans 2 semaines. Je dois attendre, forcément. Et enfin, dernière news, c'est sur le Galaxy S11 Plus, qui... Il y a des rendus, c'est des leaks. Je ne sais pas si c'est totalement validé. Oui, les caméras sont très mal placées. Apparemment, c'est fait exprès. Je voulais juste le montrer un petit peu parce que justement, c'est en rapport avec le Snapdragon qu'on avait vu. Parce que l'une des rumeurs, c'est qu'il pourrait filmer en 8K 30 fps. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Surtout qu'il a un capteur photo de 108 mégapixels. Snapdragon 865 qui supporte jusqu'à 200 mégapixels. Ouais, c'est clairement ça. Donc, on avait vu une news récemment que Samsung allait arrêter la production de ses propres processeurs. Et maintenant, on peut se douter pourquoi en fait. C'est parce que tout simplement, visiblement, ben, leurs processeurs ne suivaient plus peut-être pour les caméras. Et qu'ils se sont rendus compte que les Snapdragon étaient juste meilleurs et que ça leur coûtait moins cher de juste acheter des Snapdragon. Et que c'était plus rentable, certainement aussi, que de fabriquer, designer et tout ça. Et aussi, ça leur permettra de profiter, de pouvoir utiliser pleinement leur capteur 108 mégapixels, de profiter de la 8K éventuellement. J'ose même pas imaginer le poids des fichiers 8K. Pour ceux qui en ont rien à faire de la 8K, ça peut enregistrer aussi du 4K 120 fps et ça vaut vraiment la peine. Parce que imaginez les ralentis en 4K, ce serait génial. Après, évidemment, ça reste des caméras de smartphone. Je le dis souvent, mais les gens sont en mode waouh, le téléphone il peut faire ça. Et pourquoi un appareil photo il peut pas faire mieux? Ou même il fait pire en fait. C'est tout simplement parce que le téléphone il a un tout petit capteur. Comme il est très petit, déjà il requiert pas des énormes optiques devant. Parce que, juste pour vous montrer, ça c'est un optique d'appareil photo full frame pour une caméra mirrorless, donc il n'y a pas de miroir dedans. Vous voyez la taille du truc. Il y a une limite physique. Quand vous avez un capteur qui fait une certaine taille, qui est énorme, le capteur full frame fait genre, un capteur full frame est plus gros que l'entièreté de ce truc de caméra que vous voyez là, hein, de toutes les caméras rassemblées ici, même la découpe ici, où on voit toutes les caméras dépassées, c'est plus grand un capteur full frame, c'est pour dire.
Et du coup, bah, il faut un optique d'une certaine taille pour couvrir ça. Ça coûte cher et tout ça. Ensuite, ça demande de la puissance. Et c'est là que, au final, les smartphones, oui, des fois, sont meilleurs que les caméras. Les smartphones ont plus de puissance pour traiter les photos et tout ça. C'est assez, au final, étonnant à dire. Et même étonnant de se dire que, hey, pourquoi ils prennent pas des processeurs de smartphone et les mettent dans les caméras? Certains constructeurs le font, ou des fois, ils font des versions dérivées. Mais oui, c'est très étonnant qu'on n'ait pas, au final, des fois, des caméras plus performantes parce qu'il y a clairement la puissance de traiter des images assez grosses. Mais dites-vous encore une fois que des fois, c'est aussi des limitations au niveau de la taille des capteurs et tout ça. Donc, par exemple, il me semble, oui, la plupart des grosses caméras full frame font 24 ou 30 mégapixels, si je me souviens bien. Une image 8K est plus que du 30 mégapixels, si je me souviens bien. Je ne sais plus c'est combien exactement. On peut vite fait calculer. Ça fait 33 mégapixels. Ouais, donc même un capteur 30 mégapixels ne peut pas filmer de 8K parce qu'il n'y a juste pas assez de pixels. Donc, ouais. Et bah, ça coûte cher de fabriquer des capteurs. Ouh, j'ai mis en plein écran, ça fait bizarre. Ça coûte cher de fabriquer des capteurs full frame, surtout s'ils ont plus de mégapixels. Il y en a qui existent, hein. Vous avez Sony qui a fait des 50 mégapixels et tout ça, donc ce serait possible de filmer en 8K. Mais souvent, ça requiert juste la puissance d'encodage, tout ça. Mais c'est juste encore une fois étonnant, oui, qu'on voit pas plus des trucs. Mais bon, si vous demandiez pourquoi des fois des smartphones ont l'air d'avoir des meilleures performances, mais c'est pour ça. Ah aussi, évidemment, je tenais à le préciser, mais le 4K qui sort d'un téléphone portable est juste, c'est pas aussi bon que le 4K qui sort de genre un appareil photo qui a ça, parce que c'est juste l'image est tellement même plus nette, euh, beaucoup mieux aussi, genre vous aurez des bien meilleures performances en basse lumière sur un vrai appareil photo parce que le capteur est juste plus gros, il peut capter plus de lumière. Je veux dire, vous voyez, la quantité de lumière qui peut rentrer là-dedans est forcément beaucoup plus importante que la quantité de lumière qui peut rentrer dans un tout petit truc comme ça. Forcément, ça semble logique. Donc ouais, même s'ils ont l'air des fois aussi d'avoir des meilleurs specs, c'est juste des specs. Ça ne parle pas des performances. Donc ouais, juste petite indication. La meilleure comparaison, c'est que là, j'utilise une vraie caméra. Si j'avais une webcam au même endroit, la webcam n'aurait pas une aussi bonne qualité. Et la webcam utilise des capteurs photo qui sont pourtant un peu plus grands que ceux sur smartphone. Donc, c'est juste pour dire. Bref, c'était à peu près tout pour cette news. De toute manière, c'est juste pour parler du fait que, ouais, ça m'étonne peut-être pas en fait tant que ça que Samsung soit passé sur les Snapdragon. Ah aussi évidemment, il y avait un dernier truc, c'est qu'apparemment l'écran ferait 16,9 pouces. Je suis en mode what? 6,9 pouces? 69, nice Samsung. Et aurait un écran 120 Hz. Je suis en mode j'aime bien les écrans au taux de rafraîchissement. Par exemple, je l'ai sur le OnePlus 7T, c'est génial franchement. Mais je pense que pour les smartphones, 90 Hz, c'est déjà franchement pas mal en fait. Pour la simple et bonne raison on a déjà l'amélioration de fluidité qui fait que le téléphone a l'air beaucoup plus rapide franchement. Et c'est surtout ça le grand avantage. Mais ça reste raisonnable. Parce que si vous passez à 120 Hz, vous allez utiliser plus de batterie. Parce que l'écran se rafraîchit plus vite. Donc je sais pas si c'est vraiment utile honnêtement. Après, c'est mieux que 60 Hz. Donc ouais. Et évidemment, si vous pouvez toujours activer le mode batterie et que ça remet l'écran à 60 Hz. C'est bon pour tout le monde, hein, je veux dire. Ou même, on peut le régler à 60 Hz dans les paramètres pour ceux qui n'en veulent pas. Comme ça, tout le monde est content, hein. Vous avez quand même un bon écran et un bon téléphone. Du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. On reprend tranquillement. Vous avez des vidéos, vous allez avoir plus de vidéos qui vont venir petit à petit. Je vais commencer à hausser la quantité de vidéos, on va dire, petit à petit. Maintenant que j'ai le studio et que je peux tourner pleinement, j'ai commencé à tourner mon nouveau water cooling parce que là, actuellement, je suis sur mon ordi portable qui me sert de setup. J'ai fait une vidéo sur la chaîne principale, si vous l'avez peut-être vu. Mon nouvel ordi est juste là. Je peux presque le toucher, c'est pour ça que je peux pas tourner d'ailleurs le plan que j'avais dit, le plan de face cam, hein, parce qu'il est actuellement sur le bureau. Il sera plus tard sur ce meuble ici. C'est un nouveau meuble, ça, qui est apparu pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc il sera visible en permanence juste derrière là, derrière le micro. Donc ça donnera une jolie décoration en plus qui vous permettra
d'avoir un truc à regarder tout simplement. C'est toujours bien d'avoir un background intéressant avec des trucs qui se passent en arrière-plan. Mais bon, j'ai toutefois eu un petit problème avec. Vous le verrez, mais j'attends de voir avec certains constructeurs à propos de justement un problème. Donc ouais, ça vous verrez bien. En tout cas, ça retarde un petit peu la vidéo et ça m'embête un petit peu parce que j'avais fini en fait. C'est juste qu'il y a eu un problème à la fin. Enfin bref, j'en parlerai une autre fois. Euh, J'en parlerai dès que j'aurai eu la réponse officielle de la marque surtout. Comme ça au moins je dis pas n'importe quoi et je veux savoir ce qu'ils ont à dire en fait. Donc ouais, merci à tous d'avoir regardé ce texte à match aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.